Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Les rapports d'impôts arrivent à grands pas et il existe un programme qui s'appelle Programme des bénévoles. Alors, pour nous en parler, je reçois messieurs André Occhedasco et monsieur Yvon Lamontagne. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette émission, messieurs. C'est important. C'est important qu'on en parle parce que et puis, c'est bien aussi d'avoir mis ce programme des bénévoles à la disposition. On va en parler tantôt, qui peut prendre part, etc. C'est important parce que il y a tellement de personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer un comptable ou peu importe pour faire leur rapport d'impôt. Il y a des personnes qui se risquent à les faire eux-mêmes et qui connaissent pas beaucoup peut-être les rouages de ça. S'abstiennent peut-être involontairement d'aller chercher des surplus ou même peu importe, même une crainte aussi. Est-ce que je dois demander ça? C'est bien d'avoir mis ça sur pied pour aider ces personnes-là. Mais si on parlait là exactement, c'est quoi le programme des bénévoles? Ça consiste en quoi? Le programme des bénévoles a été mis sur pied, a été créé d'ailleurs par l'Agence du revenu du Canada ou Revenu du Canada à l'époque, en 1971 au niveau national, mais depuis 1988 au Québec, un partenariat a été créé avec entre l'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec pour aider les personnes. Le but du programme, c'est d'aider les gens qui n'ont pas les connaissances requises et les moyens financiers pour remplir leur déclaration de revenus et ainsi obtenir tous les crédits auxquels ils ont droit. On pense entre autres au supplément de revenu garanti, au crédit de maintien à domicile, au crédit TVQ, taxe de vente du Québec, crédit TPS, aussi les PFE, prestations fiscales pour enfants. Même si on n'a pas de revenus, on doit produire parce que sans ça, nos prestations pourraient être interrompues. Et donc, pour obtenir, c'est pas seulement payer de l'impôt, produire une déclaration, donc tout le monde fait son devoir, mais en quelque part, c'est parce qu'au Québec et au Canada, la fiscalité, c'est basé sur le principe de l'autocotisation. Donc, l'obligation de chacun de produire sa propre déclaration de revenus. C'est important, puis c'est important aussi, puis vous l'avez précisé, puis je veux revenir juste un petit peu sur ça, c'est que c'est par année, conjointement par l'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec. Les deux sont absolument, et d'ailleurs, Yvan coordonne au niveau fédéral. Donc, mon confrère cette année, moi j'en suis à plusieurs années. Là. On se connaît depuis 19 ans que je coordonne et forme les bénévoles. Et d'ailleurs, on a des bénévoles dans la région de la Sarre, mais c'est pour aussi bonifier, disons qu'on recherche des bénévoles parce qu'à un moment donné, il y a un vieillissement, on en perd aussi, il y a des décès. Donc, c'est très important au niveau du recrutement. C'est pour ça. On va en venir un petit peu plus tard sur ça, là, mais c'est vrai que le but premier de cette émission-là, au départ, c'est d'aller chercher des bénévoles, parce que le programme le dit, c'est le programme des bénévoles. Donc, il faut travailler pour aller chercher des bénévoles qui sont prêts à s'impliquer pour justement, voilà, vous allez leur donner un cours, etc., etc. On va en venir un petit peu plus tard sur cette question-là. Mais c'est quoi qui a emmené les agences à travailler ensemble sur ça? C'est qu'au Québec, c'est la seule province au Canada qu'on doit faire 2 déclarations d'impôts. Alors, on s'est aperçu que si c'est seulement la déclaration d'impôt de Revenu Canada qui est faite, parce que lorsqu'on fait de la formation, moi, j'avais expliqué le côté du fédéral. Et il est plus difficile pour une personne qui travaille à Revenu Canada de donner tous les annexes qui existent au Québec. Donc, pour donner une meilleure formation, c'est mieux d'avoir une personne du Canada qui explique la déclaration du Canada et au Québec. Moi, là, ça me tente de vous poser une question, là, puis soyez à l'aise. Si vous ne voulez pas y répondre. C'est une question piège. Non, mais soyez à l'aise de ne pas y répondre si vous voulez, et je ne serai pas offusqué de ça du tout. Mais est-ce qu'il peut exister un jour prochain où, et je ne veux pas parler de séparation puis rien, c'est pas ça du tout, mais est-ce qu'il peut exister un jour prochain où le contribuable aura un seul rapport d'impôt à faire qui va contenir le fédéral et le provincial ensemble? Je vous lance cette question-là. Dans les autres provinces, la déclaration, exemple fédérale au niveau de l'Ontario, c'est une déclaration combinée.
OK. Je ne saurais répondre pour votre question, mais je vous lance ça demain. Dans les autres provinces, c'est la différence. Comme je vous ai dit, la seule province qui a 2 déclarations à faire, c'est au Québec. Dans les autres provinces, le fonctionnement, il y a juste une annexe à remplir qui fait en sorte que ça fait le calcul de l'impôt provincial et les transferts se font par la suite. Mais quand même, on a beaucoup de programmes sociaux au Québec, je tiens à le souligner, donc qui sont gérés par Revenu Québec. Et il y a certaines gymnastiques à faire aussi à l'occasion. Donc, je vous lance ça de même, tout simplement. On s'embarquera pas dans le côté politique de la chose. Non, du tout. Non, mais je l'ai pas envoyé non plus sur le point de vue politique du tout. Là, je voulais juste... Parce que les gens disent, les 2 rapports d'impôts, j'ai 2 rapports d'impôts à faire, puis etc. Fait que je pense que ça tanne les gens, mais on est habitués, ça fait 100 ans aussi. Ou à peu près, disons. Est-ce que ce programme-là, est-ce que c'est pas un substitut au travail des spécialistes à ce moment-là? Non, du tout. Au départ, comme vous l'avez mentionné tantôt, les personnes qui vont avoir recours à nos bénévoles, ce sont des personnes qui, au départ, ne peuvent se permettre d'aller dans un cabinet comptable. Ou on parle peut-être des comptables là, qui opèrent seuls. Alors, étant donné qu'ils n'ont pas les revenus pour aller là, donc on n'enlève pas à ces spécialistes-là les gens. Ils n'iraient pas du tout. Alors, c'est pour ça que... Ils n'ont pas les moyens financiers d'y aller. Et voilà. Et c'est pour ça que le bon côté du programme des bénévoles, ce sont d'aider les personnes qui doivent produire. Comme André disait tantôt, c'est un système d'autocotisation. Donc, si tu veux te prévaloir pas des crédits, mais des montants auxquels tu as le droit de recevoir, on ne pense que la TPS et la PFE, comme il disait. Donc, pour y avoir droit, tu dois absolument produire. Okay. Alors, c'est pour ça que le programme des bénévoles fait en sorte d'aider ces personnes-là. C'est qui ces bénévoles-là qui peuvent faire ça? Bon, les gens, ça peut être des gens qui sont actuellement sans emploi, un prestataire d'assurance chômage, des étudiants. OK, ça c'est bon de le souligner. La personne qui est prestataire d'assurance chômage au moment où l'on se parle peut accéder. Exactement. Ça peut être aussi, il peut s'agir d'étudiants. Okay. Il peut s'agir de personnes retraitées. Il peut s'agir de gens qui, dans le cadre de leur travail, pourraient aussi donner de leur temps. Ce sont des gens qui ont de la disponibilité principalement dans les mois de mars et avril. Et le temps dévolu, c'est le temps que chaque personne aura à donner. Okay. Mais il y a pas on n'évalue pas le bénévole aux performances, on ne tient pas de statistiques individuelles. Non. Et ça s'adresse à des gens, il y a des critères respectés aussi pour la clientèle, pour accéder au programme, okay. Parce que, comme le mentionnait mon confrère Yvan, c'est pas tout le monde, parce que on ne nuit pas aux gens qui sont spécialisés dans le domaine. Parce que vous l'avez très bien expliqué, ces personnes-là n'iraient pas pareil. Fait que vous enlevez rien à personne. C'est là que la personne qui veut être bénévole, ça se pose la question, combien d'heures que je dois mettre? On a des bénévoles qui vont peut-être faire 6 déclarations. Il y en a d'autres qui en font jusqu'à 200 déclarations. Okay. Alors, la personne va nous donner un coup de main, entre guillemets, selon les heures qu'elle est disponible. OK. Fait que c'est pas obligé il faut que j'en fasse tant, puis tout ça, c'est absolument pas. C'est pas dans les... J'oubliais, ce qu'on recherche aussi principalement cette année, des bénévoles rattachés à des associations. On pense entre autres à des, regroupements, des maisons de la famille. Justement, ce que je voulais en venir, au rôle des associations communautaires dans le cadre de ce programme-là. C'est quoi le rôle? C'est d'être comme un point de chute et aussi d'être un organisme transmetteur. Parce que maintenant, ce qui gagne en popularité, c'est la transmission électronique de données. Okay. Donc, élimination de manutention de papier. Donc, le support papier n'est pas nécessairement priorisé. Peut-être pour l'impression des documents, mais maintenant, on peut se prévaloir du système de transmission électronique. Donc, tout est transmis directement via Internet. C'est quoi les qualités que vous recherchez chez les bénévoles? C'est sûr qu'au départ, on ne demande pas d'avoir des spécialistes. Mais si la personne est en mesure de faire sa déclaration d'impôt à elle, déjà là, on peut dire qu'elle est en mesure de faire la déclaration d'impôt pour les gens qui ont eu besoin. Parce qu'il faut regarder qui va utiliser le programme des bénévoles. On va voir tantôt que ça prend un certain montant de revenus ou moins. Okay. Les déclarations qui vont être faites, ce sont des déclarations d'impôt qui sont simples. Alors, c'est certain que le bénévole n'ira pas faire des déclarations d'impôt d'une personne décédée ou une personne qui a un revenu d'entreprise. C'est sûr. Ce n'est pas le... Et c'est là que ces personnes-là vont aller du côté des spécialistes. Tandis qu'au niveau des bénévoles, dans le cadre du programme des bénévoles, ce sont des déclarations d'impôt qui sont simples et à faible revenu.
On parle que vous recherchez là, cette année combien de bénévoles, puis dans quel secteur principalement? Bon, habituellement, on travaille depuis plusieurs années. La moyenne se situe environ à 250 bénévoles. C'est sûr qu'on cible plus de 200 bénévoles parce qu'on parcourt, on sillonne toute la région, de Ville-Marie à Chibougamau, via Sainte-Terre, Amos, Lassar. Principalement, les bénévoles recherchés cette année sont dans le secteur de l'Abitibi. Je pense entre autres à Lassar, Val-d'Or, surtout, et Amos aussi. Oui, surtout au niveau de la relève, ce serait important parce que, comme je le mentionnais, il y a du vieillissement. À un moment donné, on a eu plusieurs décès parmi nos bénévoles. Donc, c'est très important d'assurer la relève, la pérennité du programme aussi en région. Ces bénévoles-là, c'est certain que vous allez leur donner une formation. On ne peut pas arriver et dire, OK, moi j'y vais, puis je m'en vais faire des rapports d'impôts, etc. Vous allez leur donner une formation. Oui, c'est quoi la formation? C'est ça. Il y a une formation qui va durer tout dépendamment des personnes que l'on a. Si on a des personnes qui sont très habituées, la formation peut durer juste 2 heures, 3 heures. Ouais, si les personnes sont moins habituées, ça peut aller jusqu'à 5 heures, 6 heures. C'est selon le besoin de nos bénévoles. Par contre, lorsqu'on donne notre formation, il y a toujours un cahier de formation que l'on donne et un cahier d'exercice. Et le cahier de formation, il est bien fait. Le bénévole a par la suite ce cahier-là pour l'aider avec les différents feuillets qui existent. Mais si le bénévole a certains problèmes au niveau d'une déclaration qu'elle fait, elle peut toujours communiquer, soit avec André ou avec moi, pour l'aider dans sa déclaration. Donc, on ne fait pas juste le former et le laisser à lui seul par la suite. On est toujours là pour le soutenir. Ça dure combien de temps? Vous l'avez dit tantôt, tout dépend de la personne. Absolument. Il y en a qui vont seulement se prévaloir des changements, les habitués ou les gens qui en font constamment. Donc, ça peut varier facilement en 3 et 6 heures. Des fois, dépendamment des institutions, ça peut être une formation de 7 heures, mais règle générale, une demi-journée. Et on assure le support technique tout au long du programme. Donc, au niveau provincial, je serai là, et au niveau fédéral, il y a Yvan ou Régent. Et puis, ça se donne quand, ces programmes-là? Bon, là, actuellement, nous sommes en mode recrutement. Donc, le recrutement jusqu'à la mi-février. D'ailleurs, il y aura une session de formation, 2 sessions de formation prévues à la SAR le 9. Donc, on aimerait que les gens nous communiquent avant le 5 février, autant que possible, pour la région de la SAR. Et vous m'aviez mentionné tout à l'heure, au niveau de votre question, c'était... les dates. Les dates, OK. Les dates de formation, OK. Pour la date butoir, c'est fixé jeudi 5 février, pour la région de la Sarre, évidemment, puisque la formation aura lieu le lundi. Je crois que c'est le 9 février. Puis, le recrutement se fait principalement en février. Et en mars, les services seront offerts à la population en mars et avril. Et les points, on vous donnera les... c'est ça. S'il y a des personnes là, qui écoutent cette émission-là et disent « moi, ça m'intéresse, j'aimerais ça devenir bénévole », qu'est-ce que ces personnes-là ont à faire? Ils peuvent communiquer avec moi à Revenu Canada au 1-866-550-2372 et faire le poste 5329. Si nous ne sommes pas présents au moment de l'appel, ils laissent le message et nous, on va communiquer avec la personne. C'est certain qu'on ne refuseront aucun bénévole. Il y a d'ailleurs aussi les sites Internet, pour ceux qui ne se rappellent pas. Les sites Internet, tout simplement, si vous êtes mal pris, vous avez Service Canada et Service Québec qui peuvent vous donner l'information également pour les 2 paliers de gouvernement. Et vous avez aussi les sites respectifs de Revenu Canada et Revenu Québec. OK. Il reste à peine... On va en appelant tout simplement au bureau. Il reste à peine 1 minute. Pour les contribuables, c'est qui peuvent bénéficier de l'aide de bénévoles? On parlait des critères d'admissibilité. Oui, exactement. Je pense entre autres personnes seules, 20 000 et moins. On parle de revenu total. Un couple, 26 000 et moins. Et pour une famille monoparentale ou une personne avec un enfant, c'est 26 000 et moins. Mais on ajoute 2 000 par personne dépendante. Et le revenu d'intérêt maximum acceptable est de 1 000 $. Donc, c'est au niveau de la clientèle. Mais ce qu'on recherche actuellement, ce sont des bénévoles pour aider cette clientèle-là. On dit que le programme s'adresse principalement, entre autres, aux prestataires de l'aide sociale aussi. Assistance sociale, chômeurs, étudiants qui ne sont pas nécessairement des étudiants en fiscalité. On pourrait être étudiant en foresterie et pas nécessairement être un spécialiste. Donc, 250 bénévoles qui sont recherchés alors, en moyenne. Alors, j'aimerais, moi, en terminant, qu'on redise les numéros où vous rejoindre. OK. À l'Agence du revenu du Canada, au numéro 1-866-550-2372, poste 5329.
Alors, ne vous gênez pas. Si vous voulez accéder à cette formation-là, vous n'avez qu'à téléphoner à ce numéro-là. Ça va faire un grand plaisir. Messieurs, merci infiniment. Puis je vous souhaite bon succès. J'espère que les bénévoles vont être nombreux. C'est nous qui vous remercions. Merci pour l'opportunité de transmettre le message. Ça nous fait bien plaisir, messieurs. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Qui sont et que font les grands frères et les grandes sœurs? Alors, pour nous en parler, je reçois un des grands responsables de ce mouvement, M. Mario Lacasse. M. Lacasse, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Mario, moi, j'aimerais, parce que je sais que ça fait un bout de temps que ça existe, grands frères, grandes sœurs. Bon, ça existe à la grandeur du Québec, c'est sûr, parce qu'on en entend parler. En Abitibi-Ouest, il me semble qu'on commence à en entendre plus parler, là, mais c'était pas, n'est pas caché, là, absolument pas, sauf qu'on en entendait beaucoup moins parler il y a quelques années passées. Ce mouvement-là, c'est quoi exactement? OK. Ben, tout d'abord, c'est le mouvement en tant que tel, c'est de jumeler des enfants qui proviennent, la plupart du temps, de familles monoparentales. OK. Les jumeler avec un adulte, un petit frère, un grand frère, une petite sœur, une grande sœur. Ça peut être aussi des jumelages de couple. OK? Donc, on parle d'un petit frère avec un couple, une petite sœur avec un couple. Les gens, ce qu'ils font, c'est de faire des activités avec le jeune, des activités qui vont intéresser le jeune, qui vont lui faire prendre goût à la vie, puis surtout des activités que le jeune n'est pas habitué de faire dans son milieu, peut-être. Pas parce que les parents sont pas intéressés à les faire, peut-être parce qu'ils n'ont pas la chance de le faire. Il y a d'autres enfants, comme je disais, c'est des familles monoparentales. À l'occasion, peut-être que les parents sont moins disponibles aussi pour faire vivre des activités à leurs jeunes. C'est important parce que, d'abord, ça existe depuis combien de temps, ça, Mario? On va fêter la 20e année des grands frères, grandes sœurs en Abitibi-Ouest cette année. 20 ans? 20 ans déjà. C'est ça, comme vous mentionniez, on entendait peut-être moins parler avant, mais là, on met plus l'accent sur la publicité. On essaie de se faire connaître des gens de la région. Par nos activités, on va rencontrer les gens, on diversifie nos activités aussi, on essaie de faire des choses différentes qui vont intéresser les jeunes aussi, qui vont nous faire connaître. Parce que moi, je me suis fait poser la question qui me disait, Gaby, les grands frères et les grandes sœurs, des grands frères et les grandes sœurs, on en entend parler. Il paraît que ça existe en Abitibi-Ouest, et je me suis fait dire ça là, il n'y a pas tellement longtemps, là, peut-être il y a à peine un an passé. Ça existe, il paraît, en Abitibi-Ouest. Tu pourrais-tu recevoir une personne qui pourrait nous en parler, parce que peut-être qu'on serait intéressé, etc. Tu sais? Alors, c'est là que j'ai commencé à faire des démarches puis pour... ça serait bien aussi parce qu'on a besoin de grands frères et de grandes sœurs. Les jeunes sont là, mais présentement, il y en a certains qui sont en attente de jumelage. Fait que c'est surtout des personnes adultes qui nous manquent, soit des couples, soit des femmes, des hommes, des gens qui sont âgés pour être grands frères, grandes sœurs, il faut qu'ils soient âgés de 21 ans et plus. Ça, là, il faut faire une distinction, là, Mario, avec ça, là. Puis je pense que c'est important de la faire. Quand la personne va aller vous rencontrer, puis cette personne-là voudrait faire partie de votre mouvement, ce n'est pas qu'il va aller chercher un grand frère, puis qu'il va l'emmener chez lui, puis qu'il va l'héberger. Ce n'est pas ça, là. C'est ça, à faire une distinction, là. C'est pas un foyer d'accueil que vous cherchez. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est simplement le grand frère, la grande sœur va faire des activités à l'occasion. Ça peut être une fois par semaine, ça peut aller aux 2 semaines. Auparavant, on cherchait à avoir une régularité une fois par semaine, mais on s'est aperçu que ça devenait difficile dans certains cas. Les enfants, peut-être qui étaient appelés à partir chez le père, chez la mère à l'extérieur. Là, l'activité n'était pas possible, la rencontre n'était pas possible, si on veut. Fait qu'on laisse ça au bon jugement du grand frère, de la grande sœur, à déterminer la fréquence des rencontres. Mais je vous dirais qu'habituellement, là, ça vient régulièrement, puis ça se fait, c'est pas forçant, là, ça se fait très bien. Et le pourquoi de cette question-là, là, Mario, c'est que je parlais avec des gens, puis les gens avaient de la misère à faire cette distinction-là. Parce que les gens pensaient, mais moi, là, je peux pas aller me chercher un grand frère, puis l'emmener chez nous comme foyer d'accueil, je suis pas prêt mais c'est pas ça, là. C'est absolument pas ça. C'est une activité qui est convenue de faire entre les deux, le petit frère, le grand frère, la petite sœur, la grande sœur, qui est convenue de faire. Ça peut être une sortie au quai, ça peut être une sortie au cinéma, sortie restaurant, des glissades, chien de traîneau, une journée en ski.
c'est très diversifié. Là. Puis l'activité ne se déroule pas nécessairement chez l'adulte. Ça peut être à l'extérieur. Ça peut être ça, mais ça peut être à l'extérieur. Puis ça peut être convenu d'une rencontre à un tel endroit, c'est convenu entre les deux personnes. Vous l'avez effleuré le sujet. Tantôt, j'aimerais revenir sur ça, Mario, parce que les grands frères et les grandes sœurs, ces personnes-là qu'on va aller chercher, là. En général, est-ce que ce sont des foyers monoparentaux? Les jeunes, général, proviennent de familles monoparentales. Soit que le père est absent pour une raison X, ça peut être un décès, ça peut être une séparation, la mère est absente pour les mêmes raisons. C'est des foyers monoparentaux. Les jeunes proviennent de ce genre de famille-là. Mais ce sont des jeunes tout à fait normaux. Oui, c'est ça. De 6 à 16 ans. Nous, pour que le jeune fasse partie de l'association, il faut qu'il soit âgé entre 6 et 16 ans. Après 16 ans, non. Ils font plus partie de l'association, mais souvent, la relation continue. Les rencontres c'est ça à quoi je veux l'emmener. Le lien devient très fort. Exactement. Ce à quoi je voulais l'emmener, c'est qu'il se forme sûrement des liens très solides, très forts entre ces personnes-là. La personne arrive à 16 ans, donc là, elle voit venir, il va falloir que je parte, là, il va falloir, j'aurai plus de grand frère ou j'aurai plus de grande sœur. Ces liens durent après, très souvent? Ils durent, puis ils sont très forts. Puis ça me fait sourire, cette question-là, parce que justement, en fin de semaine, on a eu une activité, et puis un des jeunes est allé voir la responsable de l'agence, la directrice, pour lui demander qu'est-ce qui se passe après ça. Il dit, je veux que ça continue. Il dit, j'aime ça. Puis je suis comme inquiet, qu'est-ce qui va se passer après ça. Elle s'est fait questionner, justement, par l'enfant, à savoir qu'est-ce qui était pour se produire après ça, après les 16 ans. Là. Puis c'est ça, c'est tant mieux, c'est parce que le lien est fort. Le lien est fort, puis c'est parce que ces personnes-là, très souvent, je parle de ces jeunes-là, et malheureusement, sont laissés un peu à eux-mêmes. Oui, dans certains cas, c'est ça. Ça arrive. C'est sûr que dans d'autres cas, c'est pas ça. C'est simplement un petit plus que les gens viennent chercher. Le parent qui fait inscrire son jeune à l'association se dit, ça va sûrement être bénéfique pour lui, ça va y amener quelque chose de positif dans la vie, puis ça va peut-être le faire ouvrir sur le monde, puis lui faire découvrir des nouvelles choses. Chose qu'il ne découvrirait pas s'il restait dans son milieu. C'est ça. Puis je ne veux pas tirer la pierre à personne, là, sauf que dans les familles monoparentales, il y en a qui sont, je veux dire, il n'y a aucun problème, en ce sens, problème financier puis tout ça. Il n'y en a pas. C'est pas parce que tu es monoparental que tu tombes dans les problèmes, là. Non. C'est pas vrai. Sauf que il faut se rendre à l'évidence aussi que dans les familles monoparentales, assez souvent, ce sont des familles qui sont, au point de vue financier, très restreints. Oui, c'est ça, plus serrés. Plus serrés, puis que les enfants ne peuvent pas aller dans les milieux qui voudraient aller participer à des activités et que le grand frère et la grande sœur vont lui permettre de faire. C'est ça. Peut-être parce que l'argent manque ou peut-être aussi parce que le temps manque. C'est simplement ça. Exactement. Fait que c'est un organisme réellement qui a sa raison d'être beaucoup. On dit que la plus grande satisfaction de ces enfants-là, c'est de leur avoir permis de se développer et de les voir évoluer dans la vie. Et ça, je pense que c'est vrai. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Oui. Parce que si on regarde les statistiques qui sont sorties, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre chaque cas et dire ça va s'appliquer à ce petit bonhomme-là, ça va s'appliquer à cette petite fille-là. Sauf que si on regarde en général, par exemple, les jeunes développent leur autonomie, ils vont développer leur estime de soi, puis ils vont en sortir grandis de ça. Ils vont faire face aux problèmes de la vie, puis ils vont surmonter ça plus facilement. Puis même peut-être que si ça se passe pendant leur adolescence, pendant leur jeunesse, ils vont même peut-être contacter leur grand frère, leur grande sœur pour se faire conseiller, pour se faire guider. Je vais aller un petit peu plus loin, Mario, si vous me permettez. Un coup que l'enfant, à 16 ans, bien là, ne fait plus partie de disons, mais sûrement qu'on parlait qu'il restait des contacts là, solides, mais je suis certain que même à 21, 22, 23 et 24 ans, le grand frère va donner encore peut-être des conseils aux jeunes qui l'appellent sûrement. C'est certain, parce qu'il demeure quand même ami, fait que d'un ami à un autre. Parce qu'il l'a conseillé sûrement, c'est ça. Puis on développe un lien de confiance aussi. Sûrement. Oui.
comment ces personnes-là sont choisies? Et là, je vais aller sur une question difficile, Mario, parce que il faut en parler. Puis je pense que vous me voyez venir un peu. Il y a des abuseurs. Mm-hmm. Ça, il ne faut pas s'en cacher. Il y en a autant chez nous qu'il y en a ailleurs. Comment on va démasquer, décortiquer les personnes qui font appel? Moi, je veux être grand frère. Je m'excuse, là, je vais être bien direct, là. Qu'est-ce qui vous dit que cette personne-là, avec le petit bonhomme de 6 ans, c'est pas un pédophile? OK. Nous, quand une personne se présente à l'agence pour devenir grand frère, grande sœur, il y a un processus qui s'enclenche. Sûrement. Une enquête. On commence par vérifier les antécédents de la personne avec le service de police. Ça peut être, on vérifie au niveau des antécédents criminels, mais aussi s'il y a déjà eu des petits accros, sans qu'il y ait de poursuite officielle. On regarde le véhicule de la personne. Tout est analysé. C'est ça, le véhicule de la personne. Notre directrice aussi rencontre la personne régulièrement, puis je pourrais pas aller dans les détails avec ce qui se passe, là, c'est elle qui gère ça, c'est confidentiel, puis c'est elle qui gère ça, mais c'est une personne d'expérience, puis je sais qu'il y a un long processus, il y a des questions qui se posent, puis c'est réévalué, puis c'est réévalué, c'est vraiment surveillé, là. On s'est pas laissé râler, là. C'est pas la première parce que il y a des doigts longs partout, hein. Fait qu'il faut certainement en faire attention. On en voit partout. Puis c'est ça, moi, la question que je me posais, en ce sens que ça rouvre une porte à un pédophile, là, c'est certain. Mais je me disais, on ne peut pas, là, il n'envoie pas ça, là, OK, regarde, on t'envoie lui, là, puis non. Il y a eu des événements malheureux qui sont passés. Heureusement, ces événements-là sont derrière nous, l'association. C'est loin. Ça s'est pas passé ici comme tel, mais on a vu ça s'est parlé à la grandeur du Québec, là. Ces événements-là remontent à plusieurs années. Puis le processus de sélection s'est raffermi depuis ce temps-là. C'est plus sévère que c'était. Fait qu'il n'y a pas de formule magique, là. Non, c'est sûr. Ça peut arriver qu'il se produise un autre événement malheureux, ça c'est certain. On n'est pas exempt de ça. On n'est pas exempt de ça. Tout est fait, par exemple, pour ne pas que ça arrive. C'est ça. Les précautions sont prises. Pour sécuriser les gens, là. C'est ça. C'est pour ça. Combien qu'il y a de grands frères et de grandes sœurs en Abitibi-Ouest? Actuellement, au niveau des enfants, on a une dizaine d'enfants qui sont dans l'association. Au niveau des jumelages, on en a 6. On manque encore de familles, d'adultes, de grands frères. C'est ça, de grands frères, de grandes sœurs, ou bien de couples qui seraient intéressés. Je vous dirais que le secteur Est de l'Abitibi-Ouest est présentement sollicité. On a des jeunes qui sont en attente Macamic, Authier et Sainte-Germaine, je crois. Fait que à La Sarre aussi. Fait que secteur Est. Et ceux qui voudraient devenir grands frères, grandes sœurs font quoi? Ils se présentent à l'agence des grands frères, grandes sœurs. C'est à la maison La Vigne à La Sarre. C'est voisin de la bibliothèque municipale de La Sarre sur la rue principale. Il y a des heures d'ouverture. C'est pas ouvert 40 heures semaine, là. Faut se présenter aux heures d'ouverture. Il y a la directrice qui va être là, qui va les recevoir, qui va les accueillir. Exactement. Le 27, du 27 au 30 novembre dernier, Mario, il y a eu la 19e édition de l'Auto-Cadeau qui a ramassé quand même un bon montant de 2725 et 64. C'était quoi, ça? Ça s'est produit, c'est au Carrefour La Sarre. C'est une activité qui nous revient chaque année. Les gens ils ont comme développé l'habitude de venir nous voir à ce moment-là. Nous, on se fait prêter une voiture par un concessionnaire où, les dernières années, c'est M. Gilles Marcotte qui nous prête une voiture de collection. On ramasse des cadeaux des commerçants de La Sarre et des environs. On les emballe toutes. Les cadeaux, ça joue, c'est de valeur de 5 à 150 $. Ils sont emballés, on met ça dans la voiture. Les gens donnent 2 $ pour tenter de piger une clé. Une chance sur 10 de piger la clé qui déborde la voiture. Repartir avec un cadeau pris au hasard. Fait qu'on fait notre petit financement de même. Avec 2 $, on en vient avec un montant. Puis il y a eu aussi des prix qui ont été attribués. Peut-être que je pourrais te laisser les noms. Monsieur Éric Plouffe de La Sarre, il y a Madame Karine Trottier, Karine Trottier, c'est ça. De la Reine, Gaétan Pelletier de La Sarre et Martin Casa. De Fort. Alors, ceux qui gagnent, monsieur, on va les dire très vite, on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps, on fait signe qu'on n'a pas le temps. Il y a l'épinglette aussi qui est vraiment pour encourager l'association. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vraiment si ça vous tente de vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Ça va peut-être
me faire très plaisir. On va penser à tout ça, puis aux gens aussi qui nous écoutent, s'ils ont des questions, disponibilité, vous pouvez toujours appeler et puis on se fera un plaisir. Merci beaucoup, Mario. Ça me fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.